Chers amis, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que le dernier concernant le coronavirus vous a plu. Aujourd'hui, on va parler du gouvernement de Vichy. Ce gouvernement, tantôt appelé gouvernement de collaboration, gouvernement de défaitistes ou même régime d'État. Il durera 4 ans, du 10 juillet 1940 au 20 août 1944. Le chef d'État était le maréchal Philippe Pétain. Mais avant de parler de toute chose, essayons de recontextualiser les faits. Le 3 septembre 1939, la France, sous la présidence d'Albert Lebrun, et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. Le 19 décembre 1939, la 4e réunion du Conseil suprême allié de guerre a lieu. Pétain n'est pas d'accord avec le fait de continuer la guerre et propose un armistice. Le 10 mai 1940, Hitler envoie ses blindés vers les Pays-Bas et la Belgique afin d'envahir la France en contournant la ligne de défense française. Le 14 juin 1940, Paris est prise par les Allemands et ainsi la France est divisée en 2 parties, zone occupée et zone libre. Le 17 juin 1940, le président Albert Lebrun se retire de ses fonctions et nomme Pétain président du Conseil. Le 22 juin, l'armistice est signé à Compiègne. Hitler avait comme but de neutraliser la France pour vaincre l'Angleterre, tout en gardant un gouvernement français, à la fois pour ne pas rejoindre les Anglais et aussi pour qu'il gère l'administration en France de manière à décharger les Allemands de cette tâche. Le 10 juillet 1940, le maréchal Pétain, après avoir obtenu le plein pouvoir, se nomme chef d'État. À partir de cette date, on ne parle plus de République française, on parle d'État français. Le choix de la ville de Vichy est dû à des raisons logistiques. Ce sont Raphaël Alibert, directeur du cabinet civil de Pétain, et Paul Baudouin, sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui choisissent Vichy, étant géographiquement proche de la ligne de démarcation. La poignée de main à Montoire entre Hitler et Pétain, le 24 octobre 1940, avec le docteur Schmidt, interprète d'Hitler, et le ministre des Affaires étrangères, von Ribbentrop. Le débat entre les deux hommes reste secret, car il se déroule dans la voiture personnelle du Führer. Aucun compte rendu officiel de ces débats ne fut publié. La veille de cette rencontre, le 23 octobre, Hitler a eu une entrevue avec le général Franco à Hendaye pour entraîner l'Espagne dans la guerre. La collaboration, d'un point de vue économique, suite à l'armistice, l'État français était dans l'obligation d'entretenir les troupes d'occupation. La somme a été estimée à 400 millions de francs par jour. En euros, ceci fait plus de 60 millions. En plus de ceci, les 1,5 million de prisonniers de guerre qui travaillaient en Allemagne pendant toute la période de guerre, sans oublier les usines d'armement qui ont été remis à plein tour pour armer les Allemands. Au niveau de la collaboration policière, à partir de 1940, les autorités de Vichy mettent en place une politique répressive pour la lutte de l'anti-France, par le biais de la création de la SPAC, Service de politique anticommuniste, et la PQG, la police aux questions juives, ou bien la GMR, groupe mobile de réserve qui rejoint la milice, qui est toute une organisation paramilitaire qui a pour principal but combattre la résistance française. La police française, avec un effectif de 47 000 hommes, porte main forte au SS pour les arrestations. D'un point de vue militaire, aucune collaboration militaire n'a existé car Hitler se méfiait des Français. Au niveau des colonies françaises, tous les généraux ont refusé l'appel à collaborer lancé par le maréchal Pétain pour combattre les forces alliées, sauf les amiraux De Rien et Esteva en Tunisie qui ont accepté. Plusieurs lois ont été votées par le gouvernement de Vichy, telles que celle du 3 octobre 1940, qui interdisait aux juifs tout statut, fonction publique
l'armée, la presse, la radio, le cinéma et la profession libérale. Le 4 octobre 1940, les Juifs qui ne sont pas de nationalité française sont internés dans des camps. Le 2 juin 1941, instauration d'un numerus clausus pour l'accès aux universités et la fonction publique, ainsi qu'une obligation de recensement dans la zone libre. Le 5 septembre 1941, le gouvernement de Vichy commence sa propagande pour justifier la haine du juif. Le 20 mai 1942, l'obligation du port de l'étoile jaune en zone occupée. 16-17 juillet 1942, arrestation de plus de 12 000 juifs à Paris, dont à peu près 4 100 enfants. Le 8 septembre 1943, l'Italie capitule, la zone italienne en France est récupérée par les Allemands. Plusieurs juifs arrêtés et déportés. La totalité des juifs déportés vers les camps de la mort le furent avec la participation de la police et du gouvernement français. Une partie des juifs ont été sauvés par les citoyens libres français et la résistance. C'est une perte d'un quart de la population juive française. Après que le maréchal Pétain ait pris les commandes du pays le 17 juin 1940, le lendemain, le général de Gaulle lance un appel depuis Londres pour dénoncer ce gouvernement lâche, collabo, et de demander aux gens de continuer à se battre avec les Britanniques, ainsi obtenir l'indépendance. L'appel n'a pas été d'ailleurs entendu par grand monde. À l'époque, en France, Charles de Gaulle était globalement inconnu et en pleine débâcle civile ou militaire, ont d'autres choses à faire qu'écouter la BBC. Cependant, le texte sera publié au niveau de la presse régionale. À la suite de cet appel, le général de Gaulle sera considéré comme l'élément qui déclenche l'engagement, la résistance des Français. Cet appel marque aussi le début d'une France libre. À partir de 1942, le rapport de force n'est plus en faveur de l'Allemagne. Malgré des tentatives contre-offensives, les Allemands collectent les défaites. La France est libérée en septembre 1944. Après la capitulation de l'Allemagne, la Seconde Guerre mondiale prend fin le 8 mai 1945. Le procès du maréchal Pétain s'ouvre le 23 juillet 1945 devant la Haute Cour de justice présidée par Paul Mangibaud, promu premier président de la Cour de cassation. Il s'achève le 15 août 1945 à l'aube. La Cour déclare Pétain coupable d'intelligence avec l'ennemi et de haute trahison. Il est donc condamné à mort, à l'indignité nationale et à la confiscation de la totalité de ses biens, avec un vœu de non-exécution de la peine de mort en raison de son grand âge. Emprisonné et mort à Port-Joinville le 23 juillet 1951, il est inhumé le 25 juillet de la même année. La vidéo d'aujourd'hui est finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout à vous abonner. À la prochaine.